La première chose à dire, un premier constat, c'est que les visites, de manière générale, sont dans l'air du temps. Il serait intéressant de se demander pourquoi, mais ça dépasse mon propos et mes compétences, mais c'est sûrement une question à se poser. Toujours est-il qu'il y a un constat qu'on fait au Dicaster, c'est que le nombre de demandes de visites augmente. Ça, c'est de manière internationale, partout. J'ai essayé de faire un peu le compte, mais je ne suis pas arrivée à faire une statistique ou à relever des nombres, des éléments concrets. Sans doute c'est lié à la complexité du travail du Dicaster. Monseigneur Carballo, qui a donc été archevêque secrétaire pendant presque 10 ans du Dicaster, s'inquiétait de ce phénomène en disant mais on va finir, non seulement d'ailleurs les visites, mais les nominations d'assistants et de commissaires, et il s'inquiétait en disant on va finir par mettre sous commissariat toute la vie consacrée. On en vient parfois à considérer comme ordinaire des choses qui en soi relèvent de l'extraordinaire. Je me souviens d'une religieuse qui avait écrit au Dicaster en disant « Mais enfin, c'est scandaleux, chez nous, on n'a jamais eu de visite apostolique. » Ma sœur, réjouissez-vous. Alors, ce qu'est une visite apostolique aujourd'hui. L'institution de la visite apostolique, c'est-à-dire d'une visite en soi décidée par le pape, remonte au 1er siècle de l'histoire de l'Église. Pour la vie religieuse, elle se développa particulièrement avec le mécanisme de l'exemption et la soumission directe des ordres religieux au siège apostolique. Avant le Second Concile du Vatican, la Sacrée Congrégation pour les religieux disposait de différents types de visiteurs, appelés comme ça, mais dotés de facultés différentes selon les besoins. Certains de ces visiteurs, par les attributions qu'ils recevaient, ressemblaient davantage à ce que nous connaissons aujourd'hui comme commissaires. Et de cette histoire un peu complexe, eh bien, il subsiste aujourd'hui une certaine confusion dans l'emploi des mots. Voilà, d'où la nécessité de préciser ce qu'est une visite ou une visite apostolique ou une visite canonique aujourd'hui. La visite apostolique n'est donc pas la visite canonique, qui est celle qui est prévue par le droit canonique, à savoir toute une série de visites, en particulier la visite accomplie par les supérieurs religieux, on en a parlé, la visite accomplie par l'évêque diocésain pour les monastères autonomes et pour les instituts diocésains, la visite accomplie par l'évêque diocésain aux œuvres apostoliques dans des instituts, même pour les instituts de droit pontifical, pour les œuvres situées dans son diocèse. C'est un peu technique, tout ça. Mais ce n'est pas le sujet de mon propos. La visite canonique fait donc partie des moyens normaux et habituels des instituts de vie consacrée, et pour cette raison, elle doit être faite avec soin et régularité selon ce que prévoit le droit universel et le droit propre. En revanche, la visite apostolique est une mesure extraordinaire, décidée par le siège apostolique pour avoir des informations plus précises sur une situation que le siège apostolique estime gravement préoccupante. Elle compte 2 parties également importantes, l'enquête et le compte-rendu. La formule latine, qu'on emploie encore souvent, le dit à sa façon, il s'agit d'une visite ad inquirendum et referendum, enquête et référé. Alors, il y a 2 principes fondamentaux qui dirigent l'action du Dicaster pour ce qui concerne donc ces visites apostoliques. D'une part, un principe fondamental, les instituts de vie consacrée jouissent d'une, dit le Code, juste autonomie de vie et en particulier de gouvernement. C'est un canon fondamental, le canon 586. Cette autonomie, qui est requise par le respect des dons de Dieu que sont les personnes et les charismes, explique que les mesures qui peuvent entraver cette autonomie soient exceptionnelles et limitées dans le temps. Elles doivent être justifiées par de graves motifs où sont en cause le respect de la foi catholique, le respect des personnes, le respect des instituts de vie consacrée. Et elles ont toujours pour but le retour à la situation d'autonomie. Ça, c'est un premier principe. Le second principe, c'est que la vie consacrée, et en particulier
l'état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans les instituts de vie consacrée, je cite le canon 574, donc l'état de ces personnes appartient à la vie et à la sainteté de l'Église, c'est pourquoi tous dans l'Église doivent l'encourager et le promouvoir. Il y a donc une co-responsabilité ecclésiale en ce qui concerne la vie consacrée. Et cette co-responsabilité incombe à tous les baptisés, chacun selon sa vocation propre et sa mission propre. En premier lieu, évidemment, l'autorité compétente de l'Église est particulièrement chargée de veiller à ce que, selon ce que dit le canon 576, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l'esprit des fondateurs et les saines traditions. C'est cette responsabilité spécifique qui justifie les instituts de vie consacrée à l'autorité suprême de l'Église et en particulier à l'autorité du pape. Vous savez que les religieux sont tenus d'obéir au pape comme à leur supérieur le plus élevé en vertu de leur vœu d'obéissance. Mais cette responsabilité des pasteurs ne doit pas faire oublier que ce sont tous les fidèles qui, chacun à leur place, mais réellement, sont chargés d'encourager, de promouvoir la sainteté de leurs frères et sœurs consacrés. Vous allez voir aussi dans la suite que c'est concret, cette responsabilité des fidèles. Alors, comment décide-t-on d'une visite apostolique ? Il peut arriver que le dicaster détecte de lui-même une situation qui lui pose gravement question, soit à travers les informations qui lui sont transmises par les instituts, par exemple par le biais des relations périodiques, ou alors quand les informations ne sont pas transmises, par exemple quand on se rend compte qu'un institut n'écrit plus du tout au dicaster depuis plusieurs années. Ou alors également par toute une série de demandes de dispenses, de modifications des constitutions qui finissent par nous poser problème, comme quand un super général qui a déjà fait 3 mandats demande de pouvoir changer les constitutions pour en faire un 4e et un 5e, etc. Mais le plus souvent, les signaux d'alerte proviennent des personnes qui connaissent la situation sur le terrain. Des évêques, des religieux, membres de l'Institut ou autres membres, des personnes en situation d'absence ou des membres de famille, etc. Je me souviens par exemple d'un institut dans lequel tout le monde disait que tout allait bien, la religieuse, la supérieure générale envoyait régulièrement des relations pour dire que tout allait bien, et on a été averti par un membre d'une famille de ces religieuses qui nous disait voilà, notre vieille tante va vraiment pas bien au niveau de sa santé, elle est très âgée, elle ne va pas bien du tout et son institut s'en occupe pas. Alors on a écrit à la supérieure générale qui nous a dit mais si, la religieuse elle va très bien, elle est à l'infirmerie, on s'occupe bien d'elle. Étant donné qu'on avait différents signaux d'alerte, on a envoyé une visite apostolique et là, ça a été le début de la guerre, d'une guerre qui a duré pendant plusieurs années. Et effectivement, la supérieure générale, elle ne s'en rendait sans doute pas entièrement compte, mais bon. Et donc, le point de départ, on va dire, ça a été cette intervention d'une famille. Généralement, quand une situation commence à être gravement problématique, les signaux d'alerte d'origine diverses se multiplient. Le dicaster prend ces signaux d'alerte très au sérieux, même quand il s'agit de situations connues ou d'instituts qui ont pignon sur rue. Mais sa réactivité n'est pas toujours apparente, et puis il faut dire aussi qu'on est limité par nos moyens. Mais il ne faut pas croire que le silence du dicaster veut dire que le dicaster ne s'en occupe pas. Généralement, c'est l'accumulation de signes, de signaux d'alerte qui déclenche des mesures. Il faut dire aussi que la rapidité actuelle des communications n'aide pas à accepter l'importance du temps. Les choses se font aussi dans le temps. Alors, la praxis actuelle du dicaster consiste à commencer par écrire au supérieur général de l'Institut pour lui demander des explications. Mais comme vous imaginez, ce n'est pas toujours nécessaire et ce n'est pas toujours souhaitable.
Le secret professionnel doit garantir une liberté de parole aux plaignants. Le dicaster ne révèle pas d'où viennent les plaintes, sauf lorsque le droit l'impose, par exemple dans les cas de procédure administrative. Et ça, par rapport à tous, je me souviens d'un échange de correspondance un peu vif avec un évêque qui ne pouvait pas comprendre que le dicaster ne lui ait pas envoyé la copie d'une plainte qui nous avait été envoyée. Donc vous voyez, on se tient à cette... si je dis ça, c'est parce que c'est aussi pour encourager les personnes à dire ce qui ne va pas quand c'est nécessaire, il faut le dire. Voilà. Alors, ça c'est l'origine. Après, comment se prend la décision de lancer une visite apostolique ? Selon le règlement interne du dicaster, la décision de mettre en œuvre une visite apostolique doit être préalablement soumise à l'avis du congresso du dicaster. Le congresso, c'est l'assemblée des supérieurs du dicaster. La décision donne lieu à la rédaction d'un décret qui doit donc être motivé, au moins sommairement, et qui doit préciser les domaines de la visite. Le décret est souvent assorti d'une lettre réservée aux visiteurs avec des indications plus précises qu'on ne peut pas mettre dans le décret pour des raisons de réserve, de discrétion. Étant un acte administratif, la décision d'une visite et la nomination du visiteur pourraient faire l'objet d'un recours administratif, mais généralement ce n'est pas le cas puisque la visite a pour but justement d'entendre les personnes. Quelle est la publicité de la décision de la visite ? C'est une question qui nous est posée souvent. Le décret de nomination est notifié à son destinataire, c'est-à-dire au visiteur. Il en est bien sûr donné connaissance aux membres de l'institut concerné. Généralement, on écrit au supérieur en demandant de diffuser des copies de cette décision à tous les membres de l'institut. Le dicaster ne prévoit pas d'autres mesures de publicité. La visite peut donc être réalisée avec discrétion, mais il faut se souvenir que c'est un acte officiel et que donc il n'est pas secret. Alors, le choix du visiteur. Je fais ici une parenthèse, mais je reviendrai là-dessus, sur le fait que ce que je suis en train de vous dépeindre comme praxis, c'est une praxis qui est en évolution. Donc il y a des choses qui évoluent dans le temps, tout n'est pas figé dans le marbre. Le visiteur est donc choisi par le dicaster en raison de ses compétences. Il doit, autant que possible, avoir une connaissance adaptée à la réalité faisant l'objet de la visite. Il doit être capable d'écoute bienveillante, être lucide, être prudent, puisqu'il ne lui appartient pas, en principe, de prendre des décisions quant à l'institut visité, à la différence de ceux qu'on appelait visiteurs avant. Voilà. Ces dernières années, il est apparu plus clairement le bienfait d'avoir 2 ou 3 visiteurs apostoliques, on en a déjà parlé, parce que la complémentarité homme-femme se révèle souvent très utile. Agissant en équipe, avec autant que possible l'un d'eux qui assume la responsabilité de l'organisation et de la réalisation de la visite, les visiteurs peuvent mieux entendre les personnes, s'entraider en vue de mieux comprendre la situation et peuvent aussi se répartir le travail, en particulier de rédaction. Le dicaster nomme le plus souvent, en cherchant des personnes compétentes, des religieux ou religieuses. Parfois, ça nous arrive de devoir nommer un clerc diocésain, voire un évêque. Il peut nommer des co-visiteurs ou des assistants pour des aspects spécifiques, comme par exemple les aspects médicaux ou les aspects économiques. Quel est le contenu de la mission confiée au visiteur ? Le visiteur, d'abord, a une mission limitée. Il intervient en vertu de l'autorité du siège apostolique et il doit s'en tenir au terme du mandat qu'il a reçu. En ce qui concerne l'objet de la visite, généralement, il s'agit d'examiner la conduite du gouvernement, donc on s'exprime comme ça, il s'agit d'examiner la conduite du gouvernement général et des gouvernements locaux, la vie régulière de l'Institut, ainsi que la pastorale des vocations, la formation initiale et permanente, l'apostolat, les relations avec les églises particulières et les perspectives d'avenir. Quels sont les moyens utilisés par les visiteurs ?
Ce sont principalement, évidemment, l'audition des personnes, la visite des communautés, de la cave au grenier, l'étude des principaux documents de l'Institut, directoire, coutumier, journalier, documents financiers, comptables, etc. Le visiteur peut également entendre des personnes extérieures à l'Institut, mais qui, en raison de leur office ou de leur histoire, peuvent apporter des éléments d'information utiles à la compréhension de la situation. On demande généralement que soit entendu l'évêque du siège principal et peuvent également être entendues des personnes sorties de l'Institut, des membres des familles, des économes ou d'autres experts. Alors, une question qu'on nous pose aussi, c'est, en ce qui concerne l'audition des personnes, c'est la question ou l'opportunité de préparer un questionnaire. Alors, c'est sûr que ça peut aider les personnes à s'exprimer, la préparation d'un questionnaire. Mais la préparation et la diffusion d'un questionnaire peut également desservir la visite en cas où d'éventuels meneurs, entre guillemets, peuvent l'utiliser pour donner des directives aux membres. Dans tous les cas, les questions doivent être ouvertes et la liberté d'expression des personnes doit être encouragée. Le visiteur n'a de compte à rendre qu'au siège apostolique, c'est-à-dire à celui qui l'a mandaté, qui lui a confié cette mission. Cela doit assurer sa neutralité et son indépendance pendant la visite. On le répète souvent aux visiteurs. Lorsqu'il estime avoir accompli sa mission, le visiteur doit en rendre compte de façon précise et complète, avec une totale liberté de parole au siège apostolique, et il est tenu au secret par rapport à l'extérieur. Sa mission, je reviendrai sur cette relation après, sa mission prend fin, non pas lorsqu'il remet son rapport écrit, mais lorsqu'il en est expressément déchargé par le siège apostolique, parce qu'il n'est pas rare qu'après le dépôt de la relation, le dicaster sollicite encore quelques précisions ou demande encore des démarches complémentaires. Alors, quels sont les obstacles au bon accomplissement d'une visite ? On en a déjà entendu, malheureusement. Alors, certains obstacles sont liés d'abord aux supérieurs, qui peuvent vouloir la préparer, cette visite, voire diriger les rencontres entre le visiteur et les membres. Ils le font avec plus ou moins de subtilité, plus ou moins d'ingénuité et parfois aussi un peu de fourberie. Des supérieurs peuvent rappeler, par exemple, on lave son linge sale en famille, n'est-ce pas ? On ne trahit pas les siens. On peut entendre dire, comme on l'a déjà entendu, que les évêques ou le siège apostolique, ils sont loin, ils ne comprennent pas notre charisme, nous, on a l'Esprit Saint, tout ça. Et aussi, et vous savez, parfois, je vous dis, les supérieurs, ils sont un peu ingénus. Je me souviens d'une supérieure générale qui nous avait dit, donc lorsqu'on l'a avertie de la visite, elle nous a dit « Oh là là, mais laissez-moi au moins le temps de préparer mes membres !» Alors on lui a dit « Ma sœur, surtout ne préparez personne, ce sont des adultes. Elles seront sûrement un peu surprises, mais ce sont des adultes. » Voilà. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que le Code de 1917, mais vous le savez sans doute, je pense qu'on vous l'a dit, punissait le ou la supérieure qui, prévenu de la visite, aurait, entre guillemets, préparé indûment les religieux et religieuses afin de dissimuler la vérité. D'autres obstacles viennent des religieux eux-mêmes, on en a parlé aussi, la honte, le sentiment de culpabilité, la peur de trahir, toutes sortes de sentiments contradictoires. Pour moi, là je fais une parenthèse personnelle, mais un des mots les plus importants dans notre situation actuelle, c'est celle de la responsabilisation des personnes. Ce n'est pas parce qu'on entre dans un institut de vie consacrée, ce n'est pas parce qu'on devient religieux qu'on retourne à l'état d'enfance qui n'a plus de parole. Il y a vraiment, c'est transversal. On parle beaucoup de formation, mais moi je parlerai beaucoup de responsabilisation. Voilà. Alors il est arrivé que dans certaines situations douteuses, le dicaster doive rappeler par écrit à tous les membres de l'Institut, supérieurs et les autres membres,
qu'aucune disposition du droit propre ou des coutumes, ni aucune décision du gouvernement général ou local ne pouvait contrevenir à la liberté de parole des religieux et à la totale confidentialité des échanges avec le visiteur. C'est dommage qu'il faille parfois insister, le rappeler. Normalement, ça devrait tomber sous le sens. Voilà. Alors, un dernier obstacle, un certain aveuglement du visiteur. Ça peut évidemment arriver. Il y a en effet tout un art de jeter de la poudre aux yeux du visiteur, tant par le matériel, vous voyez, les bons repas offerts aux visiteurs, que Sainte Thérèse d'Avila avait déjà dénoncé dans son petit opuscule sur les visites canoniques. Mais également par l'évocation des beaux fruits spirituels qui, vous savez, oh, regardez comme nos sœurs, elles prient bien, elles sont jeunes, elles sont belles, et tout ça. Voilà. Et tout ça peut évidemment masquer la réalité. Il faut parfois, comme vous l'avez déjà entendu, plusieurs années et voire plusieurs visites apostoliques pour se rendre compte de la réalité des problèmes. Je me souviens d'un institut où les problèmes étaient très graves, et ce n'est pas celui dont on a parlé ce matin, un autre, mais où il y avait de gros problèmes, mais il a fallu 3 visites avant de commencer à comprendre ce qui se passait, avant que les religieux aussi osent parler. Alors, un petit mot sur la relation finale établie par le visiteur. Excusez-moi, je tremble. Alors, la relation. Après avoir entendu les personnes et visité les communautés, pris connaissance des informations les plus importantes sur ce qui était demandé, le visiteur, le ou les visiteurs, doit rédiger une relation écrite, précise et documentée. Cette relation comporte une partie descriptive, une partie analytique et une partie conclusive avec des suggestions et des propositions. Ce n'est pas sans intérêt donc de comprendre que le visiteur peut aussi donner des suggestions et faire des propositions. Ces derniers temps, il a été demandé, aussi bien par les religieux que par les visiteurs eux-mêmes, que le visiteur puisse organiser un certain retour de visite. C'est une des évolutions dont je vous parlais. Je vous disais que la pratique évolue. Eh bien, ça, c'est une des évolutions de ces dernières années. Donc, un retour de visite auprès des religieux et des communautés visitées. Si on peut bien comprendre le souhait qui s'exprime ainsi, il faut aussi reconnaître que c'est un exercice très délicat, puisque le visiteur ne peut pas s'avancer sur les décisions qui seront prises par le dicaster. Donc il faut distinguer entre ce retour, je dirais, pratiquement immédiat du visiteur. Généralement, il a déjà référé au dicaster, et puis il fait son retour, et puis après interviennent les décisions du dicaster. Ce sont des choses différentes. Et donc, le visiteur qui se trouve un peu entre les deux, il doit être, s'il fait un retour comme ça, il doit être extrêmement prudent. Mais en tout cas, il n'est pas inutile de pouvoir remercier les religieux concernés, remercier les communautés, transmettre des considérations qui sans doute seront générales, mais dans lesquelles ils peuvent déjà pointer tout ce qui est positif avec un regard bienveillant, et puis également attirer l'attention sur, on va dire, ce qui est des points qui sont déjà de pratique courante normalement dans l'Église et en particulier dans la vie religieuse. Voilà. Alors, cet éventuel retour, donc, par le visiteur, doit être soigneusement distingué des décisions qui seront ensuite prises par le dicaster. Le dicaster recueille le travail et reçoit les propositions du visiteur, mais il est important de comprendre qu'il n'est pas tenu par les conclusions du visiteur. Il peut avoir reçu d'autres informations qui parfois ne sont pas connues du visiteur, et il peut prendre des décisions qui sont justifiées par d'autres considérations canoniques et pastorales. Un petit mot sur le coût financier de cette chose-là. Tous ces mandats sont exercés gratuitement. Il est demandé à l'institut concerné de pourvoir au remboursement des frais encourus, déplacements, nourriture, logement, frais de secrétariat, et au terme de la mission, de témoigner d'une gratitude pour le service rendu en fonction des possibilités de l'institut.
Alors, une conclusion. Comme vous voyez, mon exposé concerne l'état de la praxis telle qu'elle est actuellement. Ce n'est donc pas une étude critique, ce serait aussi intéressant de faire ça, mais ça dépasse mon propos. Mais en tout cas, vous avez compris que d'une part, c'est une praxis qui... d'une part, bon, alors, cette praxis, c'est celle qui est employée dans tout le dicaster, donc normalement pour toute l'Église universelle. Mais donc, elle est aussi enracinée sur l'expérience historique du dicaster, mais en même temps, elle évolue. Il y a des choses qui évoluent, et moi, sur le peu de temps que j'ai été, j'ai vu cette praxis évoluer. Une seconde chose que je pense important de dire, c'est que les visites sont aussi... les visites sont causées par des problèmes, sont provoquées par des problèmes, mais elles sont réalisées, on va dire, par la charité. Les visites apostoliques manifestent bien sûr toute une série de problèmes, mais manifestent surtout le consentement de l'Église à des sacrifices qui peuvent être onéreux en temps et en énergie pour prendre soin de ses membres souffrants. Je trouve qu'actuellement, on parle beaucoup des problèmes, et c'est vrai, on a besoin d'en parler, etc. C'est tout ce qui est comportement abusif, effectivement, ça n'a pas sa place, et il faut prendre les moyens pour les dénoncer et pour y porter remède, mais il ne faut pas se laisser non plus complètement absorbé par uniquement la vue des problèmes. Parce qu'en réalité, souvent je dis, mais moi au dicaster, les personnes problématiques, je ne les vois pas, elles ne viennent pas. Donc ce que je vois, ce sont les personnes qui viennent et qui veulent cheminer, et les personnes qui veulent bien se mettre aussi au service des autres communautés pour aider à grandir et à soigner ce qui doit l'être, et à corriger et à avancer sur la cible de l'Évangile. Et je trouve que souvent, on n'entend pas assez, on dramatise la situation. Il peut y avoir des situations graves, je suis tout à fait d'accord, je ne veux surtout pas minimiser, mais je ne veux pas qu'on oublie l'autre partie, qui est ce déploiement de charité, qui en dehors de l'Église, parfois, ça paraît martien, cette histoire-là. Tout ce déploiement de générosité, les visiteurs, les assistants, les commissaires font un travail remarquable. Moi, j'en suis témoin en première ligne, et vraiment, je trouve qu'il faudrait davantage mettre ça en lumière. Il y en a d'ailleurs un bon paquet parmi vous, et il faudrait aussi leur dire merci, et voilà. Pour parler des différentes visites canoniques dans le monde des consacrés, nous sommes d'emblée dans une grande difficulté parce que la vie consacrée est multiforme, et cette multiformité, si je puis dire, se retrouve aussi sur les types de visites. On ne visite pas une association publique de fidèles en vue de devenir un institut de vie consacrée comme un monastère de clôture papale. On ne visite pas un grand institut de vie apostolique de plusieurs milliers de membres sur les 5 continents, avec une congrégation diocésaine de 40 membres dans 3 diocèses. Donc, il y a des difficultés à appréhender cette notion de visite canonique en fonction de la diversité de la vie consacrée. D'accord ? Nous sommes là au premier plan. Deuxième difficulté, le droit propre. Chaque institut, chaque type d'institut a son droit propre, avec de grandes différences sur la conception même de la vie commune, du gouvernement, de la mission principale, et cela se retrouve aussi sur les manières de faire la visite. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé une petite journée d'études à l'Angelicum à Rome sur les visites dans les instituts, et nous avions invité un franciscain, il y avait un dominicain, il y avait un passionniste et il y avait un jésuite. Peut-être y a-t-il un jésuite parmi nous. Et nous avons remarqué que la manière de faire de chaque de ces instituts était très différente dans la visite canonique habituelle. La visite canonique du provincial des jésuites n'est pas tout à fait celle que fait un provincial dominicain. Non, pour
de distinction. Hein. Et dans l'instrument de gouvernement de la vie consacrée, la visite canonique est quelque chose de très important et de très ancien. On pourrait remonter jusqu'aux premiers grands ordres monastiques, Cluny, Cîteaux. La visite est faite par le supérieur immédiat ou par l'abbaye mère sur ses abbayes filles. Quoi qu'il en soit, pour la visite ordinaire, le Code de droit canonique prévoit au canon 628 les différents types de visites qui se font dans un institut. Tout d'abord, la visite d'un supérieur d'un institut qui le fait à l'intérieur de son propre institut. En général, les supérieurs majeurs visitent les entités qui leur sont soumises et le supérieur général visite toutes les entités de l'institut. Deuxième acteur, l'évêque diocésain qui a le droit de faire la visite sur les monastères autonomes, donc les maisons sui juris dans le droit monastique, et deuxièmement, sur les maisons d'un institut de droit diocésain situé sur son propre territoire, compétence que souvent les évêques n'actuent pas vraiment. Enfin, le canon, à son paragraphe 3, dispose de l'état d'esprit des membres vis-à-vis des visiteurs de leur institut. Et il est clairement dit, ils seront tenus de répondre en toute vérité et toute charité pour équilibrer quand ils sont interrogés légitimement. Nous verrons ce que cela signifie. Donc, dans notre droit universel, il est prévu un cadre pour les visites canoniques qui doit être repris dans le droit propre et aménagé selon les diversités de nos familles religieuses. Un père abbé bénédictin qui est visité par d'autres pères abbés bénédictins, ce n'est pas tout à fait la même chose que le provincial dominicain qui va visiter une communauté de sa province. Donc le droit propre doit aussi bien prévoir les temps, les personnes et ce que doit faire un visiteur. Donc il est évident que le droit propre, qui est toujours important dans notre vie consacrée et sinon primordial, doit prévoir aussi, sinon dans les constitutions ou dans les directoires, comment se déroule une visite canonique. Les raisons de faire la visite, c'est faire le point sur la vie de la communauté, sur sa discipline, son mode de vie régulier, sa fidélité aux constitutions, au patrimoine spirituel de l'Institut, de faire le point sur l'exercice du gouvernement par les supérieurs locaux ou provinciaux, le fonctionnement des autres organes de gouvernement de la communauté, le chapitre, le conseil, le fonctionnement des instances communautaires, la vie liturgique, la vie économique, et éventuellement, si la communauté a cette grâce d'avoir un noviciat et un temps de formation, la formation, comment se déroule-t-elle dans cette communauté? Ceci aussi, vous voyez, c'est très institutionnel, je dirais, ces aspects qui doivent être contrôlés. Il y a aussi des aspects plus personnels, la considération des personnes, de leur apostolat, de leur ministère, de leur vie au sein de la communauté, de leur santé, etc. Le canon ne détaille pas l'objet de la visite, donc du coup, le droit propre doit y pourvoir. Et si le droit propre n'y pourvoit pas, eh bien, écoutez, référez-vous à mon intervention. Ça, c'était une blague. Il y a une très bonne brochure qui vient de paraître, Conférence des évêques et COREF, visite des instituts religieux, vous aurez tous les détails les plus importants. Je me limite à dire, le visiteur, quand il arrive, il doit avoir cet état d'esprit de regarder la communauté, de voir comment elle peut être améliorée et de voir éventuellement les difficultés auxquelles il peut donner une aide pour qu'elles soient résolues. Évidemment, vous avez un état des lieux à faire, vous regardez, vous analysez, vous pouvez aussi interroger le gouvernement sur le fonctionnement, contrôler des actes du chapitre s'ils existent, si vous avez une forme communautaire approfondie dans votre communauté, le conseil, comment se réunit-il, les comptes rendus du conseil, le fonctionnement de l'économat, des biens temporels de la maison, le rapport des communautés ou de la communauté avec le diocèse, le rapport de la communauté avec les autres instituts de vie consacrée qui sont alentour. Mais aussi, plus pratiquement, le visiteur, en arrivant,
pourra célébrer la messe, ou si c'est une visiteuse, elle pourra participer à la messe avec la communauté, rencontrer chaque religieux et chaque religieuse, ça c'est un point extrêmement important, éventuellement réunir le conseil de la communauté pour un échange, et terminer par une conclusion. Alors, dans le droit propre sont désignés les visiteurs qui doivent faire la visite. Dans les grands instituts, en général, ce sont les modérateurs généraux qui font les visites des provinces et les provinciaux qui font les visites de leur communauté. C'est une règle de principe, mais cela aussi peut être distingué suivant les droits propres. Pour les monastères sui iuris, il y a une grande complexité aussi, selon le type de monastère, le type de congrégation, de fédération monastique dans laquelle il est inséré. S'il est absolument autonome, c'est à l'évêque diocésain de faire cette visite. Les sujets de la visite sont donc les membres de la maison et de la province. Le législateur encourage les religieux à traiter les visiteurs avec confiance. Évidemment, parfois la méfiance est de mise, même quand c'est simplement le provincial qui vient faire une petite visite. Parce qu'on n'a pas envie d'être trop dérangé parfois, parce qu'un œil extérieur peut toujours avoir des questions à poser. Ceci étant dit, évidemment, la confiance doit être instaurée par le visiteur, elle doit être aussi le fait des religieux. Si une préparation devait avoir lieu à une visite, c'est d'abord celle de mettre les religieux en confiance. Donc l'inverse de les mettre en méfiance. Ne pas remplir déjà le questionnaire en leur nom, le photocopier et le distribuer. Ou leur dire, surtout ça, tu n'en parles pas. Ça, c'est la chose la plus terrible à faire. Ils doivent répondre avec charité et vérité, comme dit le canon, aux questions légitimes des visiteurs. Alors, question légitime, alors là aussi, le visiteur n'est pas là pour faire l'inspection de la vie spirituelle ou de faire le compte de conscience ou de demander des choses au-delà de ce qui est légitime. Alors, qu'est-ce qui est légitime ? C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fonctionnement extérieur de la communauté, son gouvernement, sa vie religieuse, sa vie liturgique, la formation, l'accompagnement des religieux par le supérieur, mais cela aussi dans le respect du fort interne. Le visiteur n'est pas quelqu'un qui vient faire des questions qui entreraient dans le fort interne. Donc il faut aussi au visiteur savoir se maintenir dans son rôle. D'autre part, comme le dit le canon aussi, il est interdit à quiconque d'empêcher le bon fonctionnement de la visite en détournant les religieux de leurs obligations. Donc ça s'adresse d'abord aux supérieurs, comme nous l'avons amplement déjà dit, d'empêcher les religieux de parler. Ça peut être aussi le fait de quelqu'un d'autre, un aumônier par exemple, ou un confesseur. Cette précision renforce le caractère important de la vie religieuse important de la visite canonique dans la vie religieuse. Elle vise à empêcher qu'elle ne serve à rien, parce qu'évidemment, si tout va bien et que tout le monde est content en apparence, eh bien, voilà, ça va entraîner la communauté dans de graves difficultés en réalité, ou la province visitée. Toutefois, ces recommandations du canon ne sont pas accompagnées de peines canoniques, mais on peut penser quand même qu'un religieux qui essaierait d'influencer, en particulier quand c'est un supérieur, qui essaierait d'influencer les résultats de la visite, puisse être puni d'une peine. La visite canonique, elle culmine, à mon avis, dans la rencontre des personnes avec le visiteur. Visiteur qui se tient à l'écoute, qui a aussi préalablement pensé à sa visite, peut avoir aussi quelques questions à poser, mais c'est surtout la question de l'écoute, l'attitude de l'écoute qui doit être celle du visiteur. Il doit en conclure un certain nombre de choses sur la vie de la communauté, en particulier la liberté de parole, qui est un excellent signe que la communauté fonctionne bien. Si vous n'avez pas de liberté de parole, ou vous sentez, au bout de 2 ou 3 personnes, qu'il y a quelque chose qui est répétitif, que tout le monde vous dit un petit peu la même chose, méfiez-vous. La liberté de parole, la rencontre, l'attitude d'écoute du visiteur. Cela mène à la conclusion d'une visite qui doit prendre la forme
me semble-t-il, même si ce n'est pas exigé par le droit universel, d'un rapport oral à la communauté, mais plus certainement d'un rapport écrit. C'est-à-dire qu'à la fin de la visite, ou quelque temps après, le visiteur, devant la communauté, explique ce qu'il a perçu. Je parle d'une visite normale, je ne parle pas de la visite exceptionnelle. Explique ce qu'il a perçu, voit ce qu'il faudrait changer et, si c'est un supérieur majeur ou un modérateur suprême, peut prendre déjà des décisions. Donc il s'agit aussi pour lui de faire de la visite un instrument de son gouvernement. Le rapport écrit, surtout s'il y a des décisions de type que le supérieur général ou le supérieur provincial doit prendre, changement de communauté d'un frère ou d'une sœur, éventuellement peut être aussi une destitution de gouvernement qu'il peut prendre avec son conseil général ou son conseil provincial, peut-être, mais aussi il peut l'annoncer, là, des mesures très fortes. C'est pour ça qu'elles doivent être écrites. Si ce sont des mesures un peu moins fortes, aussi il faut prévoir des temps pour lesquels la communauté puisse répondre. Nous avons entendu ce matin, 6 mois après, la prieure écrit à sa générale, je ne vois plus la supérieure générale, pour dire où on en est. Donc évidemment, le rapport écrit permet de faire une feuille de route, disons, un programme à suivre sur certaines décisions. Elle peut aussi, la conclusion, apporter des félicitations. Ce n'est pas simplement un rapport négatif. Et même quelquefois, il est beaucoup plus indiqué de commencer par les points positifs que nous avons rencontrés. Ils existent, donc il faut le dire aussi. Ça fait du bien aux religieux d'entendre qu'ils sont félicités pour des choses qu'ils font et qui sont belles. La visite canonique prévue par le droit universel confie aux instituts eux-mêmes le soin d'organiser le mode de la visite telle qu'elle doit être conduite au sein de l'institut. Ça, ce sont les visites ordinaires. Il y a des cas difficiles, plus difficiles, je dirais, ce n'est pas un jugement que je dis, mais quand c'est l'évêque qui doit faire la visite d'un monastère de monial, quelquefois c'est difficile pour lui d'entrer d'emblée, surtout s'il ne vient pas du monde des religieux, dans ce monde-là, donc ça peut être une difficulté pour lui. Ça peut être aussi très difficile de savoir qui, comment fait des visites de communautés nouvelles, je dirais comme ça pour être très vaste, d'une association de fidèles avec en vue de devenir un institut de vie consacré, une association de fidèles où tout est un peu mélangé et pas très clair. Donc ça, c'est extrêmement difficile d'appréhender qui doit faire la visite. Il me semble que c'est celui qui l'a érigé qui doit faire la visite, l'évêque diocésain, mais nous entrons dans des difficultés grandes à partir du moment où cette association, cette forme, se répand dans plusieurs diocèses, à dire « Ah mais non, c'est pas lui, c'est vous, non, c'est l'évêque du siège principal qui doit faire la visite, pas vous, non. C'est aussi l'évêque qui accueille une association de fidèles, même s'il a été érigé dans un autre diocèse, qui doit faire la visite. » Donc il y a des zones un peu de difficulté parce qu'on ne sait pas trop qui est compétent. Donc il me semble que quand il y a une interrogation de ce type, c'est plutôt à l'évêque diocésain du lieu à prendre l'initiative de faire une visite, même si ce n'est peut-être pas dans les habitudes. Il y a aussi une difficulté, je dirais, nous avons parlé tout à l'heure de la visite apostolique, donc demandée par le siège apostolique d'un institut. Un évêque diocésain pourrait aussi demander pour un institut de droit diocésain une visite, alors pour le coup elle n'est pas apostolique, diocésaine. Alors là aussi il y a une difficulté, c'est-à-dire que quand ça passe par le Saint-Siège, c'est une procédure très unifiée. La difficulté pour les instituts de droit diocésain répandus dans plusieurs diocèses, c'est que l'évêque du siège principal n'est pas comme le Saint-Siège vis-à-vis de l'institut. Il a certaines prérogatives, mais l'ensemble des évêques qui accueillent un institut de droit diocésain doivent être d'accord pour pouvoir prendre des mesures importantes. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, de difficultés pour rencontrer tout le monde, surtout si l'institut est répandu à travers le monde, pour savoir comment ordonner une visite,
un peu exceptionnelles et comment prendre des dispositions. Donc la visite est un moment important pour la vie de l'Institut, c'est un moment important pour la vie des supérieurs, c'est un instrument pour eux, pour regarder la communauté ou les communautés dont ils ont la responsabilité. C'est aussi, pour les religieux, le moment d'exprimer ce qu'ils ressentent de leur vie dans la communauté, de leur vie dans la mission, peut-être aussi de leur vie plus personnelle. Pour les dispositions qui sont à prendre par les supérieurs, elles sont aussi déterminées par le droit propre, mais les grandes décisions que peut prendre le Saint-Siège, par exemple, de remplacer le gouvernement général, de fixer un assistant apostolique, sont aussi des mesures qui accompagnent une visite. Alors, nous n'en avons pas parlé tout à l'heure, juste un petit mot. Une visite apostolique peut entraîner un remplacement dans le gouvernement, et à ce moment-là, c'est ce qui apparaît, la figure que nous connaissons sous le titre de commissaire apostolique, qui remplace le gouvernement général et qui agit à sa place, et la figure de l'assistant apostolique qui accompagne, sans remplacer le gouvernement général, la communauté dans la mise en œuvre des décisions qui auront été prises, par exemple, par le dicaster ou par l'évêque diocésain, s'il lui appartient cette compétence. Alors, pour conclure, la visite canonique, c'est un instrument indispensable pour la vie consacrée, c'est un instrument indispensable tant pour les supérieurs que pour les religieux eux-mêmes. Je vous remercie.